Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, ou plutôt plusieurs tours de magie, puisque nous allons parler de l'épisode de Diversion du 24 janvier 2020. Bon, je vais pas vous représenter l'émission Diversion qui passe sur TF1 environ tous les 6 mois, ni les magiciens qui y participent, je pense qu'à force vous les connaissez. Nous allons commencer par un tour avec l'un de vos magiciens préférés, il s'agit de Victor Vincent. D'abord, le premier invité fait rouler un dé. À chaque numéro allant de 1 à 6 est associé une personnalité, donc le numéro sur lequel tombe l'invité donne une personnalité. 2 Non, c'est vrai? Ok, faut remélanger un petit peu. Combien? 4, d'accord, très bien. Vous allez mettre votre main en dessus, vous allez mélanger. Et numéro 1, vous pensez à Franck Dubosc. D'accord? Numéro 2, Florence Foresti. L'invité suivante choisit une carte au hasard. Prenez-la, vous la mettez contre vous, sans la regarder. Voilà, comme ça, c'est parfait. Les 3 suivants reçoivent 4 cartes chacun avec des numéros dessus et les donnent dans un ordre aléatoire pour constituer des nombres et en faire la somme. C'est l'ordre 2. Vous allez prendre ces nombres, s'il vous plaît, vous allez prendre cette calculatrice et vous allez additionner les nombres. Et enfin, le dernier invité choisit un journal parmi une pile, puis une page du journal, et la déchire en plein de petits morceaux jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qu'il met dans une enveloppe. Arrachez encore une fois. Mettez ça dans votre dos maintenant. Vous mélangez, vous prenez un papier et je vous laisse le mettre dans l'enveloppe, dans votre dos pour que personne ne puisse voir. Quelle est la personne à laquelle vous pensez? Danny Boone. Danny Boone, pouvez nous montrer la carte? As de cœur et 2606. Ok, on va regarder le message. Ensuite, la personnalité qui avait été choisie donne dans une petite vidéo tous les éléments de prédiction. 2606. Ma carte fétiche, l'as de cœur. Allez, Armentières, la ville où je suis né, la belle ville d'Armentières. Il donne le nombre 2606 qui correspond à sa date de naissance, 2606. Il donne la carte qui a été choisie et également la ville d'Armentières. La ville d'Armentières. Si ça parle d'Armentières là. Si. Non mais. Qu'ils annoncent qu'il faut qu'il n'y ait plus un trafic d'armes qui se population entière. Il n'y a pas Armentières, mais là, si j'entoure, c'est pas vraiment la ville d'Armentières, mais C'est fort. sur 2 lignes, armes et en dessous entière. Succès critique de Victor Vincent, puisque les invités ont vraiment le sentiment d'avoir tout choisi, d'avoir tout fait au hasard sans que Victor ait le moindre contrôle, alors que c'est le contraire. La vidéo avec Danny Boone a évidemment été préparée à l'avance, donc tous les choix des invités ont été forcés. D'abord, il y a le dé qui tombe sur le nombre 4, auquel est associé Danny Boone. Alors évidemment, ce dé est truqué. Malheureusement, je ne sais pas exactement comment il est truqué. Ce qui est sûr, c'est que la face opposée au 4 est forcément lestée pour que le dé tombe dessus. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas, malheureusement. J'ai essayé de chercher différents dés truqués sur internet, mais j'ai jamais réussi à obtenir d'explications très claires. En plus, dans la vidéo, on le voit pas très bien le dé à chaque fois. En cherchant sur internet, je suis tombé presque à chaque fois sur le même gimmick, un dé truqué qui s'appelle le Winner's Die. C'est un dé avec une face plus lourde, donc comme un dé truqué classique, sauf que la face opposée à la face lourde peut être changée, ce qui veut dire qu'on peut forcer n'importe quelle valeur avec. Ici, Victor commence en disant que le dé est sur la face 2. Pour tomber sur un nombre, par exemple ici le numéro 2. Et demande à Arnaud de faire un lancer test. 2 Non, c'est vrai? Arnaud tombe sur 2 à nouveau, mais c'est peut-être tout simplement parce que le dé a peu de place dans le gobelet et qu'Arnaud a mal mélangé. Du coup, il recommence son lancer test en mélangeant comme un malade et tombe sur 4. 4, d'accord, très bien. Puis il fait son vrai lancer. Alors il dit pas la valeur, mais Danny Boone est associé au chiffre 3. Regardez votre numéro, Christine, vous ne regardez pas. Ouais. Parfait. Le seul souci du Winner's Die, c'est que le magicien doit récupérer le dé pour changer la valeur forcée. Donc si c'est ce dé là qui est utilisé, ça veut dire que Victor le reprend entre les lancers test et le vrai lancer, et que ça a été coupé au montage. Ceci dit, la réaction d'Arnaud est bizarre lors du vrai lancer. Moi j'ai cru qu'il faisait cette tête parce qu'il était retombé sur le 4, sauf qu'en fait il est vraisemblablement tombé sur le 3 vu que c'est Danny Boone. Du coup je comprends pas sa réaction et je me dis qu'il y a peut-être eu plusieurs prises ou bien un délire en rapport avec le montage. Et le truc pratique, c'est que comme le dé est dans un gobelet avec la main au-dessus, on ne le voit pas du tout rouler en fait, donc on ne voit pas les mouvements un peu suspects qui caractérisent les dés truqués. Danny Boone a donc été forcé par un dé lesté. Voilà une phrase bizarre. Ensuite, Christine choisit une carte. Alors, je vais pas passer 30 ans là-dessus, il existe 1000 façons de forcer une carte. Là, je pense que Victor a la carte sous sa main droite et il l'insère dans le jeu au moment où le doigt de Christine s'approche du tas. Un forçage pas évident, mais quand même assez courant. Troisième forçage, là c'est bidon de ouf. Victor donne 3 tas de 4 cartes aux 3 invités. Il dit je vais mélanger et tout, mais en fait il mélange que dalle, il les fait juste défiler et après il donne les tas aux invités en sachant très bien qui aura quoi. Son tas de cartes est préparé, il en donne 4 spécifiques à un invité, 4 spécifiques à un autre, etc. Chaque tas correspond à une colonne de l'addition. Donc peu importe dans quel ordre sont données les cartes, l'addition de chaque colonne, et a fortiori l'addition complète, ne peut avoir qu'un seul résultat. Par exemple, la colonne des dizaines correspond au tas de cartes de Vincent Dezania. La somme de cette colonne fait 19.
mais quel que soit l'ordre dans lequel il donne les numéros, ça fera toujours 19. Et pour les retenues c'est pareil, du coup la retenue sera toujours la même, elle se reportera toujours sur la colonne suivante. Regardez, si on intervertit l'ordre des numéros de chaque colonne, on obtient quand même 2606. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez refaire les calculs. Dernier forçage, là c'est un truc de ouf que Victor utilise assez souvent. Le truc important avec ce forçage, c'est qu'en fait, on s'en fout totalement de ce que fait l'invité. Il choisit le journal, il déchire les papiers dans tous les sens, autant vous dire que c'est impossible de le faire tomber sur un morceau en particulier. Ça veut dire que le morceau qu'on trouve dans l'enveloppe à la fin n'est pas le même que celui qui est choisi par l'invité. Le truc important, c'est qu'il faut que l'invité fasse le choix du morceau de journal dans son dos. Parce que s'il voit le morceau de journal qu'il met dans l'enveloppe, il verra que celui qui est sorti à la fin n'est pas le même. Mais alors, à quel moment y a-t-il échange du coup? L'échange est fait de façon quasi imperceptible grâce à l'enveloppe. En fait, c'est une double enveloppe, donc il y a deux compartiments dedans. Il y a plusieurs possibilités, soit il y a une ouverture de chaque côté, il y a un côté qui mène à un compartiment et l'autre côté qui mène à l'autre compartiment. Du coup, quand on met le morceau de journal, on ferme d'un côté, et quand on ouvre ensuite, on ouvre de l'autre. Ou alors, les deux ouvertures sont du même côté, et quand on met le premier morceau de journal et qu'on ferme, la façon dont ça ferme l'enveloppe, ça ferme les deux compartiments. Par contre, la façon de l'ouvrir fait qu'il n'y a qu'un seul compartiment qui s'ouvre, et c'est l'autre. Vous n'avez pas touché à quoi que ce soit? J'ai rien touché. Alors, vous allez enlever. Voilà, je sais pas exactement comment l'enveloppe est foutue, mais ce qui compte c'est le principe des deux compartiments. Voilà comment on peut forcer un morceau de journal. Voilà comment toutes ces prédictions ont pu être réalisées. C'est assez malin, ça utilise plusieurs astuces différentes, c'est un tour très complet qui montre plein de façons de forcer différentes. Passons au tour suivant, il s'agit toujours d'une thématique de prédiction, mais un peu différente. Bon, par contre, je vais pas y passer très longtemps parce que le principe du tour c'est le même tout le long, donc je vais diffuser vraiment très peu d'extraits. Le mieux c'est toujours évidemment d'aller voir le tour complet sur TF1 Replay ou ailleurs si vous arrivez à les trouver. Le principe est simple, Gus arrive avec un jeu de cartes tout à fait ordinaire, il le sépare en plusieurs tas, et ce sont les invités qui mélangent les tas. Et ensuite les tas sont placés dans un ordre, là encore choisi par les invités. Donc on a vraiment un tas où, on peut le dire, on a foutu le bordel. Gus fait monter Stéphane Plaza sur scène, et là, il va faire défiler les cartes du jeu en racontant la vie de Stéphane Plaza. Oui. Alors vous inquiétez pas, je vais pas dire en quelle année, sinon tout le monde va savoir que vous avez 48 ans, voilà. Est-ce que vous pouvez couper le jeu comme ça, simplement prenez un paquet, mettez-le sur le côté. Parfait. Évidemment, il annonce les cartes avant de les montrer, pour bien accentuer la prédiction. Et en plus de ça, il remélange et recoupe le jeu plusieurs fois au fur et à mesure de l'histoire. Il utilise une partie du jeu pour raconter des faits réels de la vie de Stéphane, et l'autre partie est utilisée pour raconter une histoire fictive. Et ça change pas le principe d'annoncer les cartes avant de les distribuer. Et il utilise les 52 cartes du jeu. Une fois l'histoire racontée, Gus demande à Stéphane de choisir une carte. La carte est signée, remise dans le jeu, et quand le jeu est mélangé, bon, il y a un petit effet avec des espèces de petites paillettes qui apparaissent, mais surtout, à la fin, tout le jeu est blanc, sauf la carte que Stéphane a choisie. Bon, l'explication est très simple, mais le montage cache vachement bien les moments clés. Merci TF1. Le jeu doit forcément être préparé, vu que les 52 cartes sont dans un ordre prédéfini. Vu que les invités mélangent tout, ça veut dire qu'il y a forcément un échange de jeux de cartes. Alors quand a lieu l'échange, moi je pense qu'il a lieu juste après que Gus ait demandé à Stéphane de monter avec lui sur scène. Il se retourne et se dirige vers le milieu de la scène, donc il fait dos au public, et du coup ça lui permet de faire des choses sans que personne ne le voie. Ensuite, il n'a plus qu'à raconter son histoire en faisant défiler les cartes dans l'ordre, tout simplement. Effectivement, il recoupe et remélange le jeu entre les différentes étapes de l'histoire. Mais en fait, ce sont des fausses coupes et des faux mélanges. Il utilise deux techniques. La première technique, c'est cette espèce de mélange de casino qu'on voit souvent, qui s'appelle le Riffle Shuffle. Donc moi je le fais très mal, regardez bien. Oh, c'était bien de la merde, voilà. Voilà, ça c'était la version simple. Ce mélange se fait en deux parties. D'abord on coupe le jeu en deux, et ensuite on fait défiler les cartes comme ça pour qu'elles se mélangent quelque part au milieu. Voilà. Et une fois que les cartes sont les unes entre les autres, on les refait défiler pour les rassembler et égaliser le tas. Là où Gus en fait un faux mélange, c'est sur la deuxième partie. Au lieu de rassembler les deux tas comme on devrait le faire, en fait, dans son mouvement, il fait sortir complètement l'un des deux tas et le remet au-dessus de l'autre. Ce qui fait que les cartes ne sont pas du tout mélangées en fait. C'est comme s'il le coupait en deux et qu'il remettait la moitié du dessus sur le dessus. Sauf qu'entre temps, les cartes se croisent et s'enlèvent. C'est particulièrement pratique parce que c'est un mélange que tout le monde connaît, qu'on a tous déjà vu, et du coup on se doute pas qu'il peut être transformé en faux mélange avec une petite différence. La deuxième technique que Gus utilise, c'est une fausse coupe. Donc en fait, il se contente de faire une coupe qui a l'air normale, sauf qu'il fait une espèce de tape comme ça sur le tas et il remet les tas de la coupe dans le même ordre. Genre s'il fait une coupe avec deux tas, il va prendre le tas du dessus,
Et au lieu de remettre celui d'en dessous au-dessus, hein, pour faire une coupe normale, il va juste faire une petite tape comme ça, il va remettre le tas du dessous en premier et le tas du dessus au-dessus. L'ordre reste inchangé, mais on a l'impression qu'il fait quelque chose, donc on se doute de rien. Et même quand il y a 3 tas, ça reste la même technique. Il garde une coupe entre les 2 tas, hop, je remets celui-là, je remets celui du milieu, je remets celui du dessus. C'est pareil. Les trucs les plus simples sont vraiment les plus efficaces. Hein. À part ces 2 techniques, il y a juste un moment où Gus fait couper le tas par Stéphane. On peut se dire que, vu que c'est l'invité qui coupe, il n'y a aucun moyen de le forcer à couper où on veut. Et ben en fait si. En gros, juste avant de couper, il va tordre à mon avis la première carte, ou la dernière, je pense que la première c'est plus facile. Et du coup quand il coupe le jeu, bah, la carte tordue fait une espèce de cassure au milieu du jeu. Du coup quand Stéphane coupe le jeu, il va automatiquement prendre le tas du dessus, il pourra pas en prendre plus parce qu'il y aura la coupure. Ce qui fait que le jeu est replacé dans l'ordre défini par Gus. Il y a quand même un petit risque avec cette technique, c'est que la carte qui est tordue, selon comment l'invité procède à la coupe, elle peut soit venir avec le tas, soit rester sur le dessus de l'autre. Normalement, vu que la carte est pliée comme ça, elle devrait venir avec le tas du dessus. Et c'est ce que Gus espère. Malheureusement, là, quand Stéphane fait la coupe, elle reste sur le tas qui est en dessous. Et c'est pour ça qu'il trouve un prétexte pour s'en débarrasser. On brûle une carte comme au poker. Mais ça passe crème, personne ne pose de questions. On arrive à la deuxième partie du tour, qui est celle avec la carte signée. Là encore, on a un échange de jeux de cartes, et là encore, il est bien camouflé par le montage. Il est complètement hors champ, on voit pas du tout quand est-ce que ça peut se passer. Gus prend le jeu de cartes ordonné et le remplace par un jeu de cartes toutes vierges avec les espèces de confettis au milieu. Du coup après bah, c'est extrêmement simple, il suffit de mettre la carte signée dans le jeu, on la mélange et on la coupe pour disperser les confettis, et après il n'y a qu'à étaler le jeu face visible pour montrer les cartes vierges avec la carte de Stéphane qui vient juste d'être mise dedans. Donc on a 3 jeux de cartes utilisés dans ce tour. Il y a le premier qui est mélangé par les invités, le deuxième qui est le jeu avec les 52 cartes ordonnées, et le troisième qui est le jeu avec les cartes vierges. Et il y a un élément qui permet de camoufler un petit peu les échanges de jeux de cartes à chaque fois, c'est l'élastique. À chaque fois que Gus fait un échange de jeux de cartes, il y a un élastique autour. C'est le détail qui relie les jeux de cartes et qui fait qu'on pense que c'est le même à chaque fois. Donc finalement, vous voyez, c'est un tour très simple, mais malgré tout très malin et très impressionnant. Troisième tour, un tour de groupe. Les 6 magiciens de l'émission sont séparés en 3 binômes à 3 endroits différents du plateau. Et au milieu de la scène, on a une grosse caisse de bois avec dessus un sac et une enveloppe. 3 éléments pris chez les invités. La montre de Christine Bravo, qu'elle enlève mais qu'elle garde avec elle pour l'instant. Ça peut être un collier, ça peut être une bague, n'importe quoi. Ah mais elle Quelque chose coûte dont cher, vous tenez, hein, ça fais coûte cher, gaffe. c'est vrai. Ah ouais. Un billet de 50 € de Vincent Dezania. Et un Stéphane Plaza qui rejoint Antonio et Luc. Coup classique, le coin du billet est déchiré et donné à un spectateur, ici Christine, qui part ensuite près de Gus et Caroline. L'autre partie est gardée par Victor. Je vais le plier simplement un petit peu, je vais juste mettre ça dans l'enveloppe. Il ne va pas disparaître entre mes mains parce que moi je ne sais pas faire ces choses-là. Donc attention, là il va falloir suivre. Le gros morceau de billet est mis dans une enveloppe qui part en fumée. Le billet apparaît ensuite entre les mains de Caroline. Christine reprend le coin qu'elle avait gardé avec elle et boum, ça correspond. Très exactement. Alors Caro, si tu le permets, le petit coin, on va le remettre dans sa petite place. Le coin de billet est rendu à Christine. Par contre, sa montre est emballée et part en fumée avec le gros morceau de billet. Allez, salut. C'est parti. Allons avec le troisième groupe. On ouvre la boîte qu'Antonio tient depuis le début. Jackpot, une boîte de conserve avec le billet de 50 €. Et comment le billet a pu voyager jusque là-bas? Je comprends pas. Le numéro de série. Pour rappel, c'est toujours Christine qui a le coin manquant. Il vérifie le numéro de série sur les 2 morceaux et ça correspond de ouf. Fermez cette boîte de conserve. On entend quelque chose à l'intérieur. La boîte de conserve est ouverte et on retrouve la montre de Christine partie en fumée 30 secondes plus tôt à l'autre bout du plateau. Ensuite, Luc est attaché avec une corde. Pourquoi? On ne sait pas encore. Le billet et la montre restent dans la boîte. Luc a les yeux bandés et garde la boîte sur les genoux avec en prime la veste de Stéphane Plaza. Ça devient n'importe quoi, mais tout s'explique à la fin. Et nous allons retrouver nos amis sur scène. Grand final sur scène, tout le monde se regroupe. Donc on récapitule. Normalement, là, le billet, la montre et la veste sont tous avec Luc. Et Christine a toujours le coin. L'enveloppe est ouverte. Vincent y trouve le billet. Comparaison avec le coin de Christine, c'est le même billet. Il s'agit exactement de la même déchirure. Dans le petit sac, devinez quoi? On trouve la montre de Christine. C'est bien la montre de Christine. Là, on regarde Luc et oh, ça alors, plus de boîte ni de veste.
Du coup, on ouvre la caisse pour y trouver Luc avec la veste de Stéphane sous la corde. Bon, il se passe plein de trucs dans ce tour, donc il faut vraiment être attentif pour tout suivre. D'abord, on a un billet qui passe par 3 endroits différents du plateau, et même 4 si on compte la boîte. Vu que la téléportation est impossible, il faut forcément qu'il y ait plusieurs billets identiques. Il y a 3 voire 4 billets de 50 identiques, tous déchirés de la même façon. Pour la montre, c'est pareil, vu qu'elle passe par plusieurs endroits différents, pour moi il y en a au moins 2, et peut-être même 3. Alors, on va tout de suite éclaircir les ombres du hasard. Les objets viennent des invités, mais pour le billet, il suffit d'avoir plusieurs billets préparés, un billet de 10, un de 20, etc. Antonio peut avoir plusieurs boîtes, Gus peut avoir plusieurs billets, enfin voilà, ça reste un objet impersonnel. Pour la montre, c'est un peu plus chaud. Mais il y a un truc intéressant dans la vidéo, c'est que Victor demande juste un objet personnel aux invités, et Christine répond tout de suite. Ah mais elle coûte cher, hein, fais gaffe. Je pense que Victor lui a explicitement demandé sa montre, ou a vachement orienté le choix vers sa montre, mais que ce passage a été complètement coupé au montage pour qu'on n'ait pas l'impression que ce forçage ait eu lieu. Alors, comme dans à peu près chaque épisode que j'ai fait pour l'instant sur Diversion, je vais demander aux gens qui étaient présents sur le plateau au moment du tournage d'apporter leur témoignage, s'ils veulent bien, dans les commentaires de la vidéo. Reprenons donc au début du tour. Le premier billet est déchiré, on va l'appeler le billet A. Donc on a donc le billet A et le coin A. Le billet A est gardé par Enzo, RAS. Par contre, lorsque Victor donne le coin de billet à Christine, il donne un autre coin de billet et garde le coin A avec lui. Christine a donc avec elle un coin B avec lequel elle rejoint Gus et Caroline. Pendant ce temps-là, Enzo met le billet A dans une enveloppe et il la fait brûler. Mais en fait, il ne met pas vraiment le billet dans l'enveloppe, soit il le met pas du tout, soit il le met mais il ressort tout de suite. Et seule l'enveloppe brûle. Le billet le garde avec lui et on le voit le mettre dans sa poche juste après. Deuxième étape. On est du côté de Gus et Caroline. Caroline fait apparaître un billet. Il s'agit du billet B, celui qui va avec le coin B que Victor a donné à Christine. Du coup, quand on compare le billet et le coin, bah évidemment ça correspond, hein, B égale B. À ce moment-là, Gus fait genre de reprendre le coin B à Caroline, sauf qu'en fait il fait juste le geste, mais Caroline garde le coin dans sa main, et dans la main de Gus il y a déjà un autre coin. C'est le coin C. Et il donne le coin C à Christine. Ensuite on passe à la montre. La montre de Christine, c'est toujours sa vraie montre à elle, qu'elle avait gardée avec elle depuis le début, donc c'est toujours la montre A. Gus met la montre dans une espèce d'emballage. Ensuite, le montage cache bien ce qui va se passer, mais il y a forcément une des deux choses suivantes qui se produit. Soit la montre emballée est échangée avec un emballage vide, soit elle est sortie de son emballage. Mais tout ce que je remarque, c'est qu'à un moment donné, il y a Gus qui a la montre emballée dans sa main gauche, il met sa main droite dans sa poche pour aller chercher un briquet. Et le plan suivant, le briquet est dans sa main gauche et l'emballage dans sa main droite. Ce qui laisse la liberté à Gus de brûler un papier sans rien dedans. Enfin bref, peu importe, pendant que Gus fait tout ça, Caroline remplace le billet par un papier flash et ils peuvent brûler ensemble tous les deux le billet et l'emballage. L'étape 2 est finie. À ce stade, Gus a donc la montre A et Christine a un coin C. Étape 3. Dans la boîte d'Antonio, on trouve un billet. C'est le billet C. Comme on l'a vu juste avant, Christine a le coin C avec elle. Donc quand on compare le coin et le billet, C égale C, les numéros de série sont identiques. Dans la boîte de conserve, on a une montre. Vu que la montre A est avec Gus à l'autre bout, ça veut dire que cette montre-là ne peut être qu'une copie. C'est la montre B. Même modèle, même marque, qui ont été préparées pour le tour, et Christine est trop loin pour faire la différence de toute façon. Ensuite, Luc est attaché. Alors, je vous le dis direct, ce nœud avec les bras croisés et tout, c'est du flan. On voit pas du tout par où la corde passe, ni comment les nœuds sont foutus, mais c'est sûr et certain que c'est un truc bidon. Luc a juste à décroiser les bras et il peut enlever le truc en 2 secondes sans défaire le nœud. Après, le masque et le gaffeur, c'est uniquement pour cacher son visage, parce que dans pas longtemps, il sera remplacé par une doublure. Vient le moment du grand final où tout le monde se rassemble sur la scène, sauf Luc qui est abandonné à son sort. Alors petit détail, à chaque fois qu'on voit des plans de Luc pendant le final, il est fort probable qu'il ne respecte pas la continuité du plateau. Ce que je veux dire par là, c'est que comme il y a un montage vidéo et tout, pendant le final, à différents moments, on nous montre des plans de Luc. Mais peut-être qu'il a déjà été remplacé par une doublure et qu'on nous montre quand même des plans de Luc, des plans plus anciens du coup. Tout ça pourquoi? Pour accentuer l'illusion. Bon, du coup on a la caisse avec le sac et l'enveloppe. On commence par l'enveloppe. Elle est ouverte et à l'intérieur on trouve un billet qui correspond parfaitement au coin que Christine a sur elle. Puisque Christine a sur elle le coin C, hein, vous vous rappelez, ça veut dire qu'on a ici le seul et unique billet C.
puisqu'il correspond parfaitement, il n'y a aucun doute. Pourtant, on a vu juste avant que le billet C était avec Antonio, il était dans la boîte en fait. Les numéros de série avaient été comparés et tout, et ça correspondait. Pourtant, il est impossible que ce billet-là, qui était avec Antonio, ait pu atterrir dans l'enveloppe. En fait, rien n'a pu être inséré dans l'enveloppe, puisqu'elle est en plein milieu de la scène et que tout le monde la regarde depuis le début. En particulier Vincent Dosania qui se trouve juste à côté. Ça veut dire que quand ils ont comparé les numéros de série tout à l'heure, c'était pas vraiment le billet C. C'était un billet C' avec le même numéro de série, donc un faux billet celui-là. On a donc 4 billets de 50. Si vous voulez, on peut les comparer pour prouver qu'ils sont différents. Mais d'abord, voici à quoi ressemble un billet de 50. On a une face avec un gros 50 et une autre face avec un viaduc. Le billet A est déchiré sur le gros 50. Et la déchirure fait une espèce de S, on a vraiment une courbe sur l'un des côtés. Le billet B est aussi déchiré au niveau du gros 50, mais on n'a pas de S, la courbe est très légère. Le billet C' est déchiré de l'autre côté du gros 50, donc même pas besoin de regarder la déchirure, c'est évident que c'est un autre. Et enfin, le billet C est à nouveau déchiré sur le gros 50, mais la courbe est vachement plus serrée que sur le billet B. Vient le moment où on ouvre le petit sac. Christine reconnaît sa montre. Là, c'est un peu flou, parce que la montre A, c'est Gus qui l'avait. Donc, soit on a une montre C et Christine ne fait pas la différence avec la montre A, soit Gus a réussi, je sais pas comment, à mettre la montre A dans le sac. Là, c'est difficile à dire. Pour finir, on ouvre la grosse boîte en bois et on y trouve Luc. Luc était de l'autre côté du plateau. Je pense qu'il s'est barré de sa chaise dès que Antonio et Stéphane sont allés vers la scène. Et il a direct été remplacé par une doublure. Même la veste sur les genoux de la doublure est une autre, puisque Luc a dû se barrer avec celle de Stéphane. Après la corde, comme on l'a vu, c'était un nœud bidon qu'il a dû enlever rapidement. Je pense qu'il lui a pas fallu plus de 30 secondes pour enlever la corde, mettre la veste et remettre la corde par-dessus. Tout ça en coulisses, et peut-être même avec l'aide d'un assistant. Maintenant, comment il est entré dans la boîte, je vous avoue que c'est un peu chaud à deviner là. Soit il y a une ouverture par en dessous, mais ça me paraît un peu surréaliste, soit il est entré par derrière et la magie du montage a dissimulé masse de trucs. Je penche plutôt pour cette hypothèse. Je veux dire, c'était le vrai Luc qui était avec Antonio sur le côté du public, et c'est encore le vrai Luc qui est dans la boîte en bois. Il y a forcément dû y entrer à un moment donné. Je pense qu'il manque pas mal de choses au niveau du montage. Bon, normalement on devrait se quitter ici, mais on va quand même voir un quatrième et dernier tour. Il s'agit d'un tour fait par Enzo tout à la fin de l'émission. C'est un tour qui est exactement le même que celui qu'on retrouve au tout début du film Insaisissable. Je vais faire défiler les cartes. Et je vous demande d'en repérer une. Non, pas celle-là, ce serait trop facile. En gros, Enzo montre un jeu de cartes tout à fait ordinaire. Il les fait défiler en demandant aux spectateurs de n'en retenir qu'une seule. Les spectateurs ont des néons lumineux et à la fin, quand on les éteint tous sauf les rouges, on voit apparaître la carte que tout le monde a retenue, le 7 de carreau. C'est vraiment exactement la même chose que dans le film, donc je vais considérer que c'est un hommage au film plutôt qu'un manque d'imagination. Vu que l'émission Diversion reprend déjà toute l'esthétique du film et même les musiques, autant prendre les tours. Alors comment c'est fait en fait? C'est très simple. Dans son jeu de cartes, vers le milieu, il y a plein de 7 de carreau à la suite. Je pense qu'il lui en faut au moins 7 ou 8. Du coup, quand il les fait défiler, on a l'impression que le 7 de carreau reste plus longtemps que les autres. En plus d'avoir plusieurs cartes à faire défiler, il ralentit son défilement au milieu et il l'accélère au début et à la fin. Juste avant le tour, il les faisait défiler pour montrer qu'elles étaient toutes différentes, mais en fait, quand il passe par le milieu, il fait défiler le gros tas d'un seul coup et on voit pas vraiment les cartes du milieu. Du coup, vu que la carte est carrément forcée, les tubes lumineux ont été préparés avant le début du tour. Les tubes rouges ont été placés pour former le 7 et le symbole du carreau. Le seul truc, c'est qu'il y a 3 couleurs de tubes, vert, bleu et rouge. Et la couleur qui reste allumée, c'est un choix qui est fait par Vincent Dosania. Je pense qu'Enzo a utilisé la technique du forçage à l'équivoque. En gros, le spectateur fait vraiment un choix parmi plusieurs possibilités, mais le magicien ne dit pas ce qu'il va faire avec ce choix. Par exemple, là, Arnaud choisit la couleur rouge, donc Enzo dit ok, on garde les rouges allumés, on éteint les autres. Mais si Vincent avait choisi une autre couleur, par exemple le bleu, Enzo aurait dit très bien, vous avez choisi bleu, donc on éteint les bleus, il reste vert ou rouge, qu'est-ce que vous choisissez? Ou les rouges? Ok, donc on garde les rouges allumés. En gros, Enzo veut que certaines couleurs soient allumées et d'autres éteintes, et selon le choix de Vincent, il dit très bien, dans ce cas ça on allume, dans ce cas ça on éteint, tout simplement. Ça lui permet de forcer complètement le choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'épisode de Diversion du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces tours vous ont intéressé et vous ont donné envie de regarder l'émission complète.
si c'est pas déjà fait. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir plein de tours de magie sur internet, même des spectacles par exemple. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos suivantes. Il n'y a pas que des vidéos de magie, il y a plein de séries différentes, la plupart du temps de l'humour. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et aussi me soutenir si vous le souhaitez sur Tipeee. Je vais d'ailleurs en profiter pour remercier les tipeurs. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.